Bonjour à tous et bienvenue dans Smart & Strat, l'émission qui passe au crible les stratégies des entreprises. Avec Benjamin, on est heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro. Bonjour Benjamin. Bonjour Florence. Les dirigeants viennent de nous parler de leur secteur, de leurs projets, de la façon dont ils voient l'avenir. On verra aussi avec vous Benjamin l'information qui a retenu toute votre attention. On va prendre de l'altitude. On verra que c'est un choix hautement stratégique. Après votre choix, Benjamin, ça bouge dans le secteur de nos invités, dans le domaine de l'immobilier tout d'abord, guerre en Ukraine, montée des taux, inflation. Le secteur s'apprête à vivre une période compliquée. Alors comment se présentent les mois qui viennent? On en parlera avec vous, Philippe Salle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Emeria. Emeria, c'est Foncia en France. Vous êtes un groupe immobilier. Vous êtes le numéro 1 de la gestion locative et de copropriété. Et puis, vous nous parlerez aussi de cette transformation de Foncia qui devient Emeria. Bienvenue. Le contexte géopolitique et économique a-t-il aussi un impact pour le secteur du déménagement et du transport, très lié aussi au secteur de l'immobilier? On va en parler avec vous. Ariba Rehman, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice, présidente de Fredbay. Alors Fredbay, c'est une plateforme qui met en relation les particuliers et les transporteurs. Et puis, vous êtes aussi présidente de Citizen Entrepreneur, une association qui accompagne les jeunes entrepreneurs en France et à l'international. Bienvenue pour cette émission. Merci. Face à ces enjeux, quel virage stratégique opérer, quel virage négocier, comment avancer concrètement? C'est ce qu'on verra dans Next Step, puisque nos invités nous livreront leurs orientations stratégiques pour les mois à venir. Enfin, le moment très attendu, ce sont les bonnes notes du mois. En fin d'émission, très attendu. Pourquoi? Parce qu'elles récompensent les meilleures initiatives en matière stratégique. Allez, Smart & Strat, c'est parti. Et tout de suite, c'est le choix de Benjamin. Et c'est donc le choix de Benjamin. Benjamin, vous avez décidé de nous parler d'Airbus. Alors, Airbus prêt au redécollage? Et oui Florence, pour cette dernière émission de la saison, j'ai choisi de vous parler du poids lourd européen et des industries aéronautiques et spatiales. J'ai nommé Airbus, avec 2 années difficiles qui se sont passées, Covid oblige. L'annonce récente de la signature d'un accord entre le groupe Eramet et le consortium composé d'Airbus, de Safran et de Tikehau Ace Capital en vue du rachat d'Aubert & Duval revêt un caractère hautement stratégique. Alors, Aubert & Duval, de quoi s'agit-il exactement? Alors Aubert & Duval, c'est une filiale du groupe minier et métallurgique mondial Eramet. L'entreprise fournit des matériaux et des alliages à caractère stratégique pour les industries aéronautiques, bien sûr, mais aussi pour les industries nucléaires et de défense. L'une des expertises clés d'Aubert & Duval se trouve d'ailleurs dans le titane, qui est un matériau crucial pour la filière aéronautique du fait de ses excellentes caractéristiques mécaniques. Je ne suis pas ingénieur, mais on m'a assuré que sa légèreté et sa résistance, notamment, étaient parfaitement utiles à nos industries. Cette acquisition d'un fleuron industriel français devrait se concrétiser fin 2022 et ça constitue une excellente nouvelle pour l'avionneur. Ah oui, c'est donc le titane d'Aubert & Duval qui rend ce rachat hautement stratégique. Oui Florence, parce qu'avec la guerre en Ukraine, pénurie et flambée des prix sont malheureusement devenues incontournables. Elles font la une des journaux. Elles concernent bien sûr l'huile, l'essence, la farine ou encore les pommes de terre. Mais elles affectent aussi une partie sans doute moins visible pour nos concitoyens, le titane, avec des risques croissants qui pèsent sur sa chaîne de valeur et qui entraînent une inflation continue. Cela s'explique notamment par le fait que le numéro 1 mondial du secteur, VSMPO Avisma, parfaitement inconnu au bataillon mais connu des connaisseurs, détient près de 30% des parts du marché et il est de nationalité russe. Vous avez compris, 40% du titane consommé en France provient chaque année de Russie. Or, ce matériau est essentiel à la filière aéronautique dans la mesure où il est utilisé dans les pièces centrales de l'avion, le fuselage, la structure, le moteur ou encore les trains d'atterrissage. Il serait donc bien difficile de s'en passer, d'autant qu'Airbus et Safran dépendent, eux, à plus de 50% du titane russe. Il est donc aisé de comprendre que pour ces industries, sécuriser l'accès à des matières premières aussi essentielles est un enjeu stratégique majeur. Le plan France 2030 annoncé en octobre dernier s'y était d'ailleurs pas trompé en consacrant 1 milliard d'euros à la sécurisation de nos approvisionnements, notamment concernant le titane. Couvrir ce risque, c'est réduire ses dépendances, c'est gagner en souveraineté pour Airbus, bien sûr. Et ce rachat s'inscrit d'ailleurs dans un projet plus vaste pour permettre à Airbus de gagner en autonomie, projet au doux nom de MAMA,
menée en partenariat avec Aubert et Duval d'ailleurs, ainsi qu'avec l'Institut de recherche technologique Saint-Exupéry. À terme, le projet MAMA devrait aboutir ainsi à de nouveaux procédés de fabrication. Toutefois, l'approvisionnement en titane n'est pas le seul défi auquel est confronté l'avionneur. Et oui, il y en a d'autres, et je suppose que le retour à la normale post-Covid fait partie de ces défis. Et oui, Florence, c'est le charme des moments post-crise. Airbus rencontre aujourd'hui un défi majeur de production. Après une année 2020 de crise qui a forcé Airbus à réduire d'un tiers sa production, et une année 2021 qu'on peut qualifier, disons, de transitoire, l'avionneur doit revenir en force en 2022 avec 720 livraisons prévues. Le PDG d'Airbus, Guillaume Faury, a par ailleurs annoncé un objectif de production mensuelle de 65 appareils d'ici 2023. Une ambition qui, pour être réalisable, obligerait Airbus à trouver des solutions pour faire face, bien sûr, à la hausse des prix de l'énergie, aux difficultés logistiques qui pèsent toujours sur l'économie mondiale, ou encore aux problèmes de recrutement de personnel qualifié, notamment sur les lignes de production aux États-Unis ou à Tianjin, en Chine. C'est quand même pas un peu hors sol de la part d'Airbus d'augmenter sa production, alors que, voilà, on parle maintenant de transition écologique. C'est vraiment dans tous les esprits. Alors évidemment, la transition écologique est dans tous les esprits. Les débats politiques nous y amènent chaque jour un peu plus. Et donc, elle est un défi majeur pour le secteur aéronautique qui représente à lui seul à peu près 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ça amènera inévitablement les acteurs à faire des choix structurants dans les prochaines années. Et Airbus a déjà initié sa réflexion puisque le constructeur a annoncé un pari clair. Ça s'appelle 0E. Pour zéro émission, ou zero E, si on le dit en bon français, à savoir un avion à hydrogène qui devrait être mis en service en 2035. Déjà, certains tests sont apparus. Mais pour y parvenir, quel changement l'avionneur devra-t-il réaliser? Au-delà de l'aspect purement technologique de l'avion zéro émission, se posent des questions organisationnelles majeures. C'est toute une filière, c'est toute une chaîne de production française, mais aussi européenne qu'il faudra entièrement refaçonner. Là encore, avec des problèmes stratégiques, de souveraineté et d'autonomie, à commencer par la production d'hydrogène. Bref, de quoi repartir pour un nouvel édito que je vous épargnerai. Merci Benjamin. Je vous ai vu écouter Benjamin attentivement. Peut-être une réaction justement sur ce rachat, sur cet édito? Non, mais je trouve que de toute façon, la dépendance sur plein de sujets est très importante. Je pense que la mondialisation est une bonne chose, mais simplement, on a oublié qu'à un moment, il peut y avoir des problèmes dans les rouages et qu'il faut toujours avoir des solutions de backup. Or, on ne les avait pas. Et la Covid nous a montré d'ailleurs qu'on n'avait pas certaines solutions qui, à mon avis, sont très importantes. Je ne dis pas qu'il faut remettre toutes les usines dans les pays, ça n'a aucun sens. Mais c'est vrai qu'il faut, sur certains sujets, en tout cas dits stratégiques pour un pays, se dire qu'à un moment, qu'on ait toujours, en tout cas, des plans B. Et oui, qu'il va peut-être falloir relocaliser certaines chaînes de production. Un avis sur la question, Harry Bariam? Moi, j'ai envie de parler de la souveraineté européenne, justement. Je pense que plus que jamais, le contexte actuel et ce que nous dit Benjamin nous oblige à imposer le Business Act européen, dont on a longtemps parlé, dont on s'est bien inspiré des États-Unis, sauf qu'aujourd'hui, en termes d'implémentation, je pense qu'il y a pas mal de travail à faire et qu'il faudrait vraiment l'imposer. Se dire qu'avant d'aller acheter ailleurs, s'assurer que ça n'existe pas en Europe pour aller beaucoup plus loin en fait et favoriser le shore plus loin que le nearshore. Sachant que d'autant plus, il y a un élément qui est peu connu souvent du grand public, parce que Airbus évidemment c'est très connu, mais que derrière Airbus, il y a des centaines de PME industrielles très ancrées dans les territoires, qui sont évidemment dépendantes des carnets de commandes de l'aéronautique, et qu'effectivement, à partir du moment où vous avez assumé de l'autonomie et de l'indépendance pour ces grands groupes, c'est aussi beaucoup de sécurité et de visibilité pour tous les sous-traitants et toute la chaîne de valeur, qui parfois est très inquiète quand elle voit que quand le donneur d'ordre principal est à l'arrêt, tout le monde s'en rhume. Et oui, parce que derrière, il y a toutes ces questions d'emploi, bien sûr. Allez, on poursuit cette émission avec nos invités. Ça bouge dans leur secteur. Place au Move. À quoi s'attendre dans les mois qui viennent avec la hausse du coût des crédits? Les acheteurs commencent à changer leur comportement. Quel impact pour le marché de l'immobilier? On en parle avec vous, Philippe Salle, oui, président d'Emeria. Alors, guerre en Ukraine, retour de l'inflation. Quelle perspective pour le marché immobilier, puisque vous avez aussi des agences immobilières? C'est la fin de l'euphorie? C'est clair. Ça, de toute façon, le marché s'est déjà retourné, en fait. On commençait à en voir les premiers prémices, même en Q4, l'année dernière. Donc, avant la guerre. Parce qu'en fait, on a eu une année 2020 en demi-teinte, c'est-à-dire le premier semestre où il ne s'est pas passé grand-chose, puisqu'on a fermé nos agences. On a fermé le pays, d'ailleurs. Et puis, tout d'un coup, on a réouvert, et donc, forcément, ça s'est emballé.
Et ça s'est emballé aussi sur 2021. Donc je pense que l'année 2021, qui était une très très grande année, est certainement une année un peu atypique et qu'il fallait qu'on revienne, à mon avis, sur des tendances de long terme où on est plutôt en général entre 900 000 et 1 million de transactions alors qu'on était monté quasiment 1,2 million en fait. Donc là, vous retrouvez en fait l'étiage de 2019. On revient sur les niveaux 2018-2019 qui sont déjà des niveaux élevés en fait. D'accord. Donc certains qui comparent la crise qu'on a pu connaître ou la crise supposée à venir avec les tendances qu'on avait connues au moment de la crise des subprimes qui avait montré un marché des transactions qui s'était écroulé, c'est pas ça du tout ce que vous avez en tête. Les subprimes, c'était une crise de financement. Et on sait très bien que les crises bancaires font très très mal au monde de l'immobilier. Là, on est sur une crise qui est d'ailleurs un peu multiforme, voilà, parce qu'en fait, l'inflation n'existe pas encore, contrairement à ce qu'on dit. Enfin, on voit dans les prix, mais je rappelle que l'inflation existe lorsqu'on commence à monter les salaires, ce qui n'est pas encore le cas en France, en tout cas. Est-ce que ça sera le cas d'ici fin d'année ou l'année prochaine? Et donc, forcément, on va commencer à faire un mouvement inflationniste. C'est la grande question de tous les économistes, et aujourd'hui, personne n'a la réponse, en fait. Mais on sent, mais effectivement, il y a bien une hausse des prix sur certains postes. Voilà. Donc, comme il y a une hausse des prix, hausse des taux, vous le savez très bien, les banques centrales sont en train de monter les taux, donc hausse finalement du coût du crédit, et c'est ça qui effectivement va certainement un petit peu déstabiliser le marché. C'est que simplement les emprunteurs doivent emprunter à plus cher, donc forcément ne peuvent plus emprunter sur certains prix. Oui, justement, donc dans ce contexte, à quoi faut-il s'attendre? Peut-être à une baisse de la demande, puisque justement, ce sera plus difficile d'emprunter, que les prix vont monter, ou au contraire, dans ce contexte économique incertain, est-ce que l'immobilier va pleinement jouer son rôle de valeur refuge? Non, là, je pense qu'hélas, on est plutôt parti sur le premier scénario. La pierre a été refuge quand on était dans un environnement de taux nul. Voilà, parce qu'en fait, il fallait du rendement. Et le rendement, après, quand on n'a pas d'obligation, enfin pas de rendement sur les taux, on a du rendement dans les actions qui sont forcément plus volatiles et dans l'immobilier qui est quand même plus stable. Maintenant qu'on commence à voir les taux remonter, la réponse c'est qu'effectivement, on peut commencer à avoir du rendement sur les taux. Donc il va y avoir des arbitrages qui vont être faits, c'est évident. Des grandes sociétés d'assurance et des banques. Et donc, c'est possible que quand même il y ait peut-être un moindre intérêt, en tout cas sur certains grands acteurs dans l'immobilier. Voilà. Il y a quand même une marque française, une spécificité française d'amour pour la pierre. C'est-à-dire que quand on regarde en Europe, ou même aux États-Unis, c'est encore autre chose, mais en Europe continentale, et même si on met UK dedans, c'est encore pire, les Français sont les moins actionnaires quasiment de tous les Européens et le plus investisseurs dans la pierre. Cette marque-là, est-ce que ça a changé au fond ces dernières années? Est-ce que des réformes comme celle de l'IFI ont fait bouger les lignes ou pas tant que ça, et ça reste malgré tout un secteur refuge? On a bien compris que l'immobilier était un peu le parent pauvre du dernier gouvernement, peut-être du prochain aussi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de ministre, et on en reparlera. Mais non, ça n'a pas trop fait bouger, heureusement. Il y a toujours autant d'investisseurs. On construit à peu près entre 100 et 120 000 appartements par an. Il y a à peu près 50% de ces appartements qui sont achetés par des investisseurs pour la location. Ce taux-là n'a pas vraiment beaucoup bougé, donc il n'y a pas eu de grands sujets. Le vrai sujet, bien sûr, qui arrive maintenant, c'est le fait quand même qu'il y ait une hausse des coûts des matières premières et donc forcément qui va se répercuter dans les prix, bien sûr, du neuf. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une baisse des prix? Il y aura moins de demandes. Je ne suis pas sûr qu'on va baisser les prix. Alors, dans l'ancien, c'est possible, évidemment. Oui, voilà. je pensais plutôt à l'ancien. Oui, bien sûr, dans l'ancien, c'est possible. Le fait qu'il y ait moins de demandes, c'est le marché d'offres. Si le nombre d'acheteurs se voilà. raréfie, il y aura peut-être forcément une baisse des prix. Il faut savoir aussi que le resserrement, notamment des conditions de crédit, a été aussi acté déjà l'année dernière. C'est-à-dire aussi, encore une fois, avant la guerre de l'Ukraine. Parce que justement, il y avait trop d'emballements, que la Banque de France a donné certaines... direction justement aux établissements bancaires de faire très attention, d'arrêter les prêts où on est à 100%. Voilà, il y a eu quelques contraintes qui ont été mises, à bon escient d'ailleurs, c'est pas le sujet. Mais donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a commencé déjà à freiner en fait avant en fait 2022. En fait. Et ça, le seul élément qui peut-être peut venir bouger cette ligne-là, c'est ce qui se passait aux États-Unis, ce que vous disiez tout à l'heure, où les salaires pour le coup vont monter, sont déjà en train de monter fortement, ce qui explique en partie l'inflation à 8. Et ça, on peut l'avoir en France, un mouvement de compensation qui ferait que les salaires augmentant, finalement, ça impacterait relativement peu la demande, parce qu'on retrouverait de la solvabilité pour les particuliers. Tout le problème des entreprises, je pense que je ne parlerai pas pour tous les patrons, mais notre vrai sujet, c'est de savoir si effectivement cette inflation est pérenne ou pas. Et en fait, aujourd'hui, personne ne sait. Parce que si on augmente les salaires et que l'inflation disparaît, on va être pris quand même dans un taux, un étau entre une masse salariale qui aura augmenté et puis des prix finalement qui vont redevenir plus calmes.
Et c'est pour ça que je pense qu'on est à peu près tous dans l'attente aujourd'hui. C'est pour ça qu'à mon avis, il peut encore bouger. Bien sûr que du côté des salariés, il commence à y avoir de plus en plus de demandes, qu'il va bien falloir à un moment, bien sûr, répondre. Mais je pense qu'on est tous un peu dans l'expectative de se dire, essayons d'attendre un peu fin d'année 2022 pour voir si vraiment il faut qu'on fasse quelque chose ou pas. Oui, et puis si le ralentissement économique aussi se confirme ou pas. Parce que pour Si le moment, l'inflation on a quand même monte, la une réponse c'est qu'a croissance, priori, oui, voilà. la croissance va forcément être moindre. Ouais. Est-ce qu'on s'affole pas quand même un peu trop vite? Là, je vois que les notaires ont dû calmer les esprits sur un possible effondrement du marché parisien. Non, mais il n'y a pas d'effondrement. Je pense que c'est pour ça, mais bon, oui. est-ce que... Ça n'existe pas, l'effondrement. Enfin, ça n'existe pas. Je dis Oui, pas il a qu'il fallu qu'ils n'existera remettent pas. les pendules à l'heure, mais pour le Mais moment, oui. à aujourd'hui, on ne voit pas. Enfin, en tout cas, là, on est à mi-juin. Puisque je regarde à peu près ce qu'on vend, on fait à peu près entre 1000 et 1500 ventes par mois. Donc, on voit à peu près. Il n'y a pas d'effondrement aujourd'hui. Voilà. Et après, il y a des zones qui sont plus ou moins fortes et moins fortes. Mais c'est normal, les prix parisiens ont beaucoup augmenté. Donc encore une fois, les choses se restabilisent comme toujours. Donc moins de demandes à Paris, plus de demandes en province, et donc forcément on voit la hausse de prix qui continue en province et moins à Paris. Oui, il y a eu ce mouvement. Et ça, alors pour le coup, est-ce que c'est lié à la crise du Covid où on a redécouvert le charme de la province dont je suis originaire? Donc je le dis avec... Tous, moi aussi. C'est ça, tous les Parisiens sont de vrais provinciaux. Est-ce que c'est lié au Covid ou est-ce que c'est une tendance de fond plus marquée avec un changement dans le nomadisme du travail, y compris le zapping des carrières, où on fait moins carrière, disons, pendant 10, 15 ou 20 ans dans le même groupe, et donc on déménage plus facilement, et où les cellules familiales sont moins localisées auprès des parents, mais où Alors, je crois qu'il y a une étude qui est sortie qui a montré que le Covid n'avait eu zéro impact. Voilà, et je pense que c'est vrai. En revanche, le Covid a fait accélérer le télétravail dans les entreprises. Dans le groupe, d'ailleurs, nous, on donne maintenant 2 jours de télétravail par semaine. Alors, pas à tous les postes, parce qu'il y a des postes sur lesquels il faut être présent, notamment quand vous êtes gestionnaire de copropriété. Vous ne pouvez pas vous permettre de travailler de chez vous, il faut être dans les immeubles avec les clients. Mais il y a d'autres postes sur lesquels il n'y a aucun problème. Et ça, pour le coup, ça, on le voit. C'est-à-dire qu'effectivement, certaines sociétés, notamment dans l'informatique, où je vois moi dans mes équipes de technologie, certains leur donnent même 3 jours. Quand vous avez 3 jours de télétravail, en fait, vous pouvez venir un jour à Paris, dormir une nuit, soit chez des amis, soit à l'hôtel, et repartir le lendemain. Donc pour une nuit, vous pouvez commencer à habiter en dehors de l'Île-de-France. Vous le voyez, ça, à Réba, au niveau des déménagements, voilà, plus de demandes pour aller peut-être s'installer en province? Et puis justement, cette crise du Covid et le télétravail qui est son corollaire. Alors nous, ça a été assez paradoxal sur notre secteur, puisque en 2020, l'activité était complètement à l'arrêt. 70% des entreprises PME, TPE du déménagement professionnel étaient complètement à l'arrêt et le bilan est plutôt catastrophique. Mais en même temps, on a eu énormément de demandes, plus de 20% de demandes sur 2020. Sauf qu'ils ont été, les demandes étaient présentes, les devis et le projet a été concrétisé, mais reporté sur l'année 2021. Donc évidemment, l'année 2021 a été explosée. Ce qu'on constate surtout, c'est que les raisons du déménagement ne sont plus les mêmes qu'elles étaient avant. Par exemple, avant, on avait beaucoup de déménagements liés à une mutation professionnelle, des gens qui devaient juste déménager parce qu'il y avait des obligations professionnelles. Aujourd'hui, l'obligation professionnelle vient quand même en second lieu. Le premier choix des Français, c'est de se dire je vais aller dans une région plus chaude, par exemple. Ça fait partie du changement climatique. Ils n'ont pas besoin de bouger parce que dans 10 ans, de toute façon... Dans 10 ans, ça va changer en effet. Mais à Paris. Mais pour l'instant, c'est réel parce que sur 2021, il y a quand même l'étude OpinionV qui dit que 25% des personnes ont souhaité déménager pour rejoindre une région plus chaude. Et d'ailleurs, celle qui est au top du palmarès, en fait, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Avec La Rochelle qui gagne vraiment là-dessus, puisque 20% des personnes ont quitté la capitale pour aller en Nouvelle-Aquitaine et 8%, dont 8% pour La Rochelle. Alors qu'avant, on voyait vraiment des déménagements nord-sud et sur les grands axes, les grandes villes essentiellement, donc Lyon, évidemment, Marseille, Montpellier. Puis là, on voit quand même La Rochelle qui ressort pour une raison qui est tout autre. Alors, une autre tendance du marché. Oui, peut-être juste sur le secteur, est-ce qu'il y a des concentrations en vue, de la consolidation encore dans le secteur dans lequel vous opérez Dans le monde de la transaction, quasiment pas. Ouais. Il n'y a aucun rachat entre nous. Enfin, ça se fait très peu. Essentiellement parce que la plupart des réseaux sont des réseaux de franchisés. Ouais. Une nouvelle concurrence est arrivée avec tout ce qu'on appelle les mandataires, les réseaux de mandataires. Donc, en fait, il y a plutôt aujourd'hui des mouvements de plaques entre les réseaux de mandataires, les réseaux de franchisés. Mais il n'y a pas de rachat, on ne voit rien, franchement, il n'y a pas.
Et les normes environnementales, ça peut avoir un véritable impact sur le marché? Oui, ça c'est sûr. Forcément, si vous pouvez plus louer votre appartement, ou à un moment peut-être qu'on vous interdira de le vendre, parce qu'il ne faut pas rêver. Je pense qu'à mon avis, le fil, il faudra le tirer. C'est-à-dire que si on veut responsabiliser les propriétaires, il faudra à un moment les contraindre. C'est ce que j'ai toujours dit aux ministres quand je les vois, c'est que l'effort est quand même conséquent. Faut pas se cacher et voiler la face. Ça va coûter très très cher de mettre des bâtiments ou des appartements un peu, je dirais, verts. Les gens n'ont pas envie de dépenser cet argent-là. Nous, on le voit bien dans les assemblées générales de copropriété, personne quasiment ne vote. Il y en a quelques-uns, mais c'est anecdotique. Et donc, à un moment, je pense qu'il faudra passer par la loi. Et alors, comme il n'y a pas de ministre, à l'heure où on se parle du logement, Pas encore. Deuxième Sait-on fois jamais, que ça sait-on arrive. jamais. Si vous étiez ministre du logement, il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur le logement, je pense qu'il ne faut pas faire grand-chose, parce que je pense qu'il y a déjà toutes les lois. Voilà. Je pense qu'on a même trop de contraintes, en fait. Je pense que notre pays, de toute façon, souffre du fait qu'il y a un excès de lois. Donc je pense que sur le logement, il n'y a pas de gros sujets. Et je pense qu'il y a un vrai sujet aménagement du territoire. Entre-temps, justement, se dire qu'il y a certaines villes sur lesquelles il faut favoriser l'essor et d'autres villes sur lesquelles il faut plutôt désengorger. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion d'aménagement. Sur le logement en tant que tel, après, il faudrait demander aux professionnels. Je ne fais pas partie des promoteurs, mais je pense qu'il n'y a pas de grandes choses à faire. Je pense qu'il faut bien comprendre aussi que beaucoup de mairies bloquent aujourd'hui les permis de construire, notamment des mairies qui ont une étiquette un peu verte, parfois par idéologie, pas forcément parce que c'est bien ou pas bien. Le vrai sujet, en fait, il est local. Voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de sujet. Et le ministre du Logement ne peut rien faire, il a contre ça. Non. On poursuit donc avec vous, Reba Rehman, fondatrice et présidente de Fred Bay. Alors Fred Bay, c'est une plateforme qui met en relation les particuliers et les transporteurs. Le digital révolutionne ce secteur du déménagement. Le marché du déménagement, qui est d'habitude un secteur très dynamique, ça avait repris après le Covid. Mais là, avec les tensions sur le marché de l'immobilier, vous craignez de nouveau un ralentissement ? Oui, et pas que le ralentissement sur le marché de l'immobilier, mais les prix du pétrole, simplement, qui ont un réel impact sur le consommateur final. Donc forcément, ça réduit le... Alors, c'est ce que je disais, je suis toujours dans le côté paradoxal, mais c'est réel. C'est qu'ils ont envie de partir, ils ont des projets, mais en même temps, ils sont freinés et ils essaient de trouver des solutions un peu plus sur mesure pour se dire comment on peut trouver des solutions qui vont pouvoir satisfaire le porte-monnaie des Français en général. Donc ça, c'est un réel problème aujourd'hui. Ça veut dire qu'en réalité, un panier moyen pour un couple, une petite famille avec 2 enfants pour déménager, c'était 2 500 €. Aujourd'hui, ils sont à 1 800, juste à la reprise avant la hausse des prix du gasoil. Donc, ça risque d'être un peu compliqué. Et je rejoins Philippe sur le sujet du vert, où c'est un petit peu compliqué parce qu'on met aussi le transport routier, évidemment, au vert. Sauf que ça risque d'être très compliqué puisque les 600 000 véhicules aujourd'hui existants sont 99% au diesel. Donc, avec la loi qui arrive climat, il y a un vrai challenge, un vrai défi, c'est de se dire mais comment en fait on va réussir à passer aujourd'hui des véhicules existants jusqu'en 2040 à des véhicules à l'hydrogène ou à l'électrique, alors qu'on n'est malheureusement pas encore équipé à ça. Donc c'est assez inquiétant. Oui, parce qu'il y a des villes, il y a des métropoles qui ont pris des réglementations où on appelle des zones à faible émission. Le diesel, alors même les constructeurs disent qu'ils ne vont plus en construire à partir de 2035. En tout cas, c'est l'engagement qui a été pris. On verra s'il sera tenu. Comment est-ce que ça va impacter? Parce que le dernier kilomètre, en règle générale, il est en plein cœur de la zone à faible émission. Donc comment est-ce que le secteur s'y prépare? Est-ce que c'est un relais ou est-ce que on va faire du diesel jusqu'à 10 km de la métropole et les 10 derniers, on les fera avec de l'électrique ou de l'hydrogène? Comment ça va se passer? Mais je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de solutions multimodales. Ça va être certainement une des solutions sur laquelle il va falloir s'y pencher. On n'a pas trop le choix aujourd'hui. Et surtout accompagner en fait, toutes les entreprises dans le monde du transport pour qu'elles puissent, elles, rapidement trouver une solution adéquate de façon économique, mais aussi de façon à s'organiser en interne pour aller faire ces livraisons qui sont de toute façon inévitables. Oui, pour mieux répondre aussi aux attentes des clients, aux nouveaux usages aussi. C'est quand même intéressant de noter qu'il y a près de 3 millions de Français qui déménagent, c'est ça, chaque année, mais ça ne profite pas aux acteurs classiques. Seulement 30% font appel à un déménageur professionnel. Pourquoi? Donc il y a la question de coût, peut-être, qui là est d'autant plus prégnante avec la hausse des prix, mais est-ce que c'est uniquement une question de coût?
C'est essentiellement une question de coût. Alors, les 30%, oui, ça l'a toujours été. Mais nous, sur FredBay, justement, on a plusieurs solutions sur la marketplace. C'est-à-dire qu'on répond aussi bien au déménagement premium. Et là, ça rentre dans les 30%. Mais on a aussi une solution très économique où là, on vous propose vraiment un camion avec un chauffeur. Et vous pouvez organiser votre déménagement selon votre portefeuille. C'est-à-dire que la marketplace, vous allez déposer votre demande. Et à partir de là, du coup, on a une panoplie de services qui permet d'attirer les 100% des personnes qui vont déménager avec une solution économique, un peu low cost, premium et standard. Et à partir de là, vous pouvez adapter et choisir le devis qui vous convient en fonction de votre porte-monnaie. Et du coup, parce que là, vous décrivez vraiment la plateforme la plus moderne. Moi qui ai fait quelques déménagements, on voit arriver des types avec un gros camion et on met ça dans les cartons, etc. C'est en version un peu old school. Est-ce qu'il y a une modernisation des pratiques du secteur qui s'est accélérée, alors avec les nouveaux acteurs, avec le digital, avec tous ces sujets qui sont arrivés ces dernières années? Est-ce qu'il y a eu comme Uber a un peu accéléré la modernisation de G7, disons-le comme ça, simplement? Est-ce que c'est aussi ça ce qu'on observe dans le secteur du déménagement, qui a une image parfois un peu vieillot, quoi? Alors, le camion et les cartons, c'est toujours les mêmes. Je vous connais. On a des cartons. Et on les garde, hein, on est très attachés à ces cartons. On a les cartons recyclés maintenant, des solutions de palettes réutilisables, etc. Mais FredBay, ça existe depuis janvier 2008, donc il y a 14 ans, où on a un peu digitalisé tout ce secteur. L'idée, c'était vraiment d'apporter une solution digitale et d'alléger en fait la recherche fastidieuse de déménagement professionnel. Donc tout se fait sur le digital. Plus besoin d'avoir de prendre les pages jaunes, enfin qui n'existent plus d'ailleurs, mais d'avoir des rendez-vous pour que les déménageurs se déplacent et viennent à la maison, pour qu'ils fassent l'estimation du devis. Tout se fait en ligne directement avec votre smartphone et vous pouvez, une fois que vous avez déposé votre demande en ligne, dans la minute qui suit, recevoir des devis. Alors, il y a une particularité qui est très importante chez FredBay, c'est vraiment l'ADN de la marketplace et c'est comme ça qu'elle a été créée. C'est qu'il y a une phrase frappante que j'avais découverte sur l'éducation ministérielle, sur une étude ministérielle, en 2006-2007, qui disait que 25% des camions roulent à vide en France et plus de 50% à moitié remplis. Donc, on a développé une techno digitale qui permet d'optimiser tous ces déplacements et ces espaces vides dans les camions en France et en Europe. Et en parlant des 3 millions de déménagements en France, il faut savoir qu'en Allemagne, par exemple, qui est un marché non négligeable pour FredBay, il y a 6 millions de déménagements par an pour les Allemands. Donc, elles se développent comme ça, ces plateformes de mise en relation de particuliers, de transporteurs? Écoutez, comme nous, on l'a... Avec le digital, voilà, parce que... On voit des plateformes se développer dans tous les secteurs, donc ça pourrait aussi se développer dans le secteur justement du déménagement. Absolument, sauf qu'on y tient à l'ADN de FredBay, c'est de se dire que nous, on a un impact environnemental très positif avec ces optimisations, ces remplissages de retour à vide des camions, avec ces places, et si on a un camion de 30 mètres cubes et qu'on n'a que 20 mètres cubes, on va vous trouver en fait une solution pour combler les 10 mètres cubes et donc avoir un impact aussi sur le portefeuille parce qu'en moyenne, les prix sont à 40% moins chers que les prix classiques. Maintenant, c'est une marketplace qui est entièrement technologique, dont on a, avec des algorithmes, avec 14 ans d'expérience, pionnier dans ce domaine-là. Donc j'ai envie de dire que tel que FredBay propose aujourd'hui, c'est assez unique. Et est-ce qu'il y a une concurrence potentielle sur les sujets notamment liés à la transition écologique du rail, avec un retour du train? On refait rouler les trains de nuit. Il y a une ouverture à la concurrence des lignes, y compris TGV, avec une première ligne entre Paris et Lyon opérée par un opérateur italien. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'au fond, le rail pourrait venir substituer à nos 99% de camions diesel qui se promènent sur les routes de France? Alors, c'est une remarque intéressante et c'est là que j'avais parlé aussi du multimodal. Donc, pourquoi pas, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un déménagement, c'est de porte à porte. Et que le rail, ça veut dire que ça oblige à un moment donné quand même de sortir de la maison avec ses affaires, ses cartons, et aller jusqu'au train. Et cette partie-là, ça rentrera toujours dans le déménagement et ça sera toujours indispensable au métier. Oui, parce que quelles sont les attentes justement des consommateurs en matière de déménagement? Est-ce qu'il y a deux types de consommateurs? Ceux qui vont faire appel à un déménageur ou à une plateforme comme la vôtre, et puis ceux qui vont carrément louer un camion pour déménager tout seul? Alors, les deux acteurs existent, mais comme je vous disais, les deux solutions existent sur la marketplace.
Aujourd'hui, on a 8000 transporteurs déménageurs professionnels partenaires, français et européens. Donc, ça veut dire qu'on offre en fait tout type de service. Oui, mais en matière de tendance, qu'est-ce que vous voyez comme attente des consommateurs? Alors, depuis la crise, c'est beaucoup plus du sur-mesure, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de tirer là où ils peuvent. Donc, ils vont prendre un camion avec chauffeur. Ils vont beaucoup appeler les amis, les voisins pour essayer d'aider. Après, bon, il y a toujours des surprises. On a toujours des appels de dernière minute pour dire, le voisin, finalement, s'est cassé le bras parce qu'il arrive avec un bandage le jour J. Voilà, on l'a tous connu, je crois. Donc, voilà, on a toujours des mauvaises surprises, mais la tendance, c'est quand même d'essayer de tirer les prix vers le bas le maximum où on peut. Puis, alors, en France, on a quand même un désavantage qui est réel, c'est la réglementation dans le secteur routier, le secteur du déménagement et du transport, qui est propre à la France. Par exemple, un pays européen étranger, on peut devenir déménageur, transporteur, quand on le souhaite. Il suffit en fait de créer une entreprise et acheter un camion et commencer en fait à faire ces livraisons-là. En France, il y a une réglementation, il y a une licence professionnelle qui est délivrée par la DRE. Il y a un investissement financier à faire lors de la création de l'entreprise. Et malheureusement, nous, ce qu'on a constaté sur la plateforme, c'est que ça désavantage les Français. C'est un handicap. C'est un handicap réel. Donc, malgré mes... Excès de normes. Voilà, je disais tout à l'heure. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je suis sûr que ce soit le législateur. Oui. C'est peut-être bien Non, réglementaire. je ne dis pas que c'est le législateur. Mais on est quand même surfait par rapport aux normes européennes. On adore faire ça, comme en France. C'est ça qui est assez étonnant. C'est étonnant. Ouais, on surtranspose, exactement. Et malgré le travail qu'on essaye, entre guillemets, de lobbying, ça prend énormément de temps à modifier toutes ces réglementations existantes. Donc, nous, chez Fred Baer, on l'a fait différemment. Et on s'est dit, comme on se prend une commission, comme toute marque LPS de mise en relation, c'est qu'on a mis une commission beaucoup plus faible pour les entreprises françaises par rapport aux entreprises étrangères européennes inscrites sur la plateforme, pour essayer justement de les favoriser et pour les mettre en avant. Voilà, nous, ce qu'on a pu faire de notre côté, étant entrepreneur citoyenne française. Du coup, on a un nouveau message pour un ministre à nommer. C'est ça. Il n'y a pas de ministre des Transports non plus, mais à l'heure où on se parle, peut-être qu'il y en aura un. Du coup, pour le ministre des Transports, il y a un sujet de réglementation et Areva, elle est à disposition. Absolument. Un dossier de plus. Allez, on va se tourner vers l'avenir avec Next Step dans ces secteurs en pleine mutation. On va voir comment nos invités envisagent le futur. Quelles seront les prochaines évolutions pour le marché de l'immobilier, la gestion locative, l'activité de syndic? Comment détecter et anticiper les attentes des consommateurs? Comment faire face aussi à l'arrivée de nouveaux acteurs? On continue d'en parler avec vous, Philippe Salle, donc président d'Emeria. 50 000 immeubles, c'est ça hein, en France, 70 000 maintenant. 70 000 maintenant, alors j'étais en dessous en copropriété. On achète une société toutes les semaines. Donc alors c'est pour ça, alors, entre le moment où j'ai préparé l'émission, Georges, il y a eu 20 000 copropriétés de plus. Bon, tout d'abord un mot sur la transformation interne de Foncia devenue Emeria. Donc ça c'est un processus qui a été entamé en 2017. Que va changer cette nouvelle identité hein? Alors ça reste Foncia en France et c'est Emeria à l'international. Emeria en fait c'est le nom du groupe qui sera un jour certainement coté à une bourse. On ne sait pas encore laquelle, il faudra qu'on décide. C'est simplement, en fait, le nom du groupe ne doit pas, pour moi, ne devait pas porter le nom d'une marque. Comme nous sommes multimarques dans chaque pays a sa propre marque, en fait, ou ses propres marques. C'était important pour moi que le nom du groupe, en fait, reflète un nom qui soit plus neutre, tout simplement. Alors, il faut comprendre que nous, depuis 2017, surtout la révolution est une révolution technologique qui va arriver. Voilà, c'est-à-dire que je pense que c'est là-dessus où on a énormément investi d'argent, quasiment 100 millions. Vous aurez, dès l'année prochaine, pour nos un peu plus de 2 millions de clients, le syndic et la gestion locative sur smartphone. Voilà, c'est-à-dire qu'on est en train de vraiment complètement changer la façon dont on va pouvoir dialoguer et donner de l'information aux clients. Et donc faciliter finalement un petit peu les échanges finalement entre les clients et nos gestionnaires qui sont à la peine aujourd'hui. Et quel a été l'avantage d'aller, par exemple, sur le marché britannique? Je pense à cet exercice
au fond, de relations clients, parce qu'on sait que les Bien anglo-saxons sûr, sont souvent un peu en avance Ouais. sur nous. Alors, ça commence aux États-Unis, ça s'exporte en Grande-Bretagne pour voir si le vieux Exactement. continent Après la actuel- Hollande. Et puis après, ça traverse la Manche, quoi. Mais Mais est-ce que ça Ça, vous a c'est été, ça a été très structurant? non, ça c'est la stratégie de se dire qu'on doit être diversifié. C'est-à-dire on est une société française et trop franco-française. Et donc il faut à terme qu'on commence à devenir moins français. C'est une vraie stratégie de diversification géographique que font beaucoup de groupes. C'est simplement de se dire à un moment, quand un pays va moins bien, il y a peut-être d'autres pays qui vont mieux, et donc on arrive à diversifier simplement son risque, tout simplement. Quand je suis arrivé, on faisait à peu près entre 5% un peu plus à l'international, c'est-à-dire qu'on était vraiment un groupe français. Cette année, on finira plutôt à 25% à l'international, donc c'est mieux, c'est pas encore ça. Et on s'est fixé comme objectif d'être au-dessus de 50% en 2029. Avec des zones en particulier, ou des zones, en revanche, que vous excluez parce qu'aujourd'hui c'est trop instable, trop incertain, ou que Alors, le marché est ouais. tellement différent des pratiques Il y a 3 grands pays en Europe qui sont l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Donc on a décidé d'être numéro 1 dans ces 3, ce que nous sommes déjà en fait. Nous avons rentré dans la gestion locative. Donc en fait dans l'Angleterre on a acheté le numéro 1 du syndic et nous regardons aujourd'hui pour rentrer dans la gestion locative en 2023. Ce qui fait que maintenant, vous êtes le numéro 1 mondial de la Alors en gestion fait, locative. de facto, en fait, on est numéro 1 mondial parce que le numéro 2 est américain, mono-pays quasiment, parce qu'on fait essentiellement au Canada et aux États-Unis. Mais en nombre de logements, parce qu'on va être quasiment à 3,5 millions à peu près de logements gérés entre la gestion locative et puis le syndic, on est très au-dessus d'eux, effectivement. Et donc la prochaine étape sera certainement l'Amérique du Nord. Voilà, donc Canada, États-Unis, ça c'est un sujet sur lequel on réfléchit, parce que le marché est très très vaste. Et que ça permettrait de pouvoir avoir un tiers peut-être de notre chiffre d'affaires à terme qui se ferait dans ce cas-là aux États-Unis. Le fait aussi de racheter donc, ce numéro 1 des services immobiliers résidentiels donc, en Grande-Bretagne, qui est Firstport, ça va vous permettre aussi de vous inspirer un petit peu du modèle britannique pour améliorer le service. Vous parliez du digital tout à l'heure, Oui. pour qu'il y ait plus de contacts comme ça. Alors avec, pour le coup, ils ne sont pas en avance avec par beaucoup rapport à de nous. propriétés. Ça Non. c'est bien. Pour une Non. fois. Ils sont pas en avance, ils n'ont pas plus la culture du service quand même que... Ils ont une culture du Oui, service. ils ont une culture du service. L'anglais comme l'américain paye pour le service. Parce qu'en fait, on n'arrête pas de m'expliquer qu'effectivement le syndic, on se plaint de son syndic comme on se plaint d'autres services parfois. J'explique que le syndic, ça coûte à peu près 15 € par mois, c'est-à-dire moins qu'un abonnement Netflix par appartement. Donc à un moment, on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire qu'en ne voulant pas payer, on ne peut pas avoir du service. Voilà. Mais c'est très français. C'est-à-dire que moi qui ai été patron dans plusieurs sociétés différentes de services en France, j'ai toujours eu le même sujet qui était, voilà, en France, on a du mal en fait à payer le service. Par contre, on demande beaucoup, mais on ne veut pas payer. Voilà, bon, c'est comme ça, donc il faut vivre avec. Effectivement, nous sommes le prix le plus bas d'Europe. Quand je regarde aujourd'hui le prix par appartement et par an ou par mois, la France est entre 30 et 40% au-dessous de l'Allemagne ou de l'Angleterre. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui qu'effectivement, on paye peu le service, pas assez en tout cas, et on ne peut pas avoir en face du coup le service qui est au bon niveau. Les Anglais ont ce gros avantage, c'est qu'ils sont prêts à payer, mais par contre il faut être extrêmement bon en termes de service. Et donc ils sont capables évidemment de vous changer s'ils estiment que le service n'est pas là. Mais par contre il n'y a pas le problème entre guillemets de recrutement qu'on a en France, de pouvoir payer nos gestionnaires, etc. Mais alors du coup, juste une question, parce que comment on fait la révolution copernicienne du digital, où en gros, les gens disent on digitalise, c'est moins cher, alors qu'ils étaient déjà pas prêts à payer un service. En fait, nous, le digital, ce qu'on va faire, c'est qu'on automatise certaines tâches comptables. L'objectif, c'est plutôt ça, pour pouvoir mettre plus de gestionnaires. Donc, on va baisser la taille des portefeuilles pour essayer de donner du temps libre, en fait. Parce qu'en fait, ce qu'on nous reproche en France, c'est que le gestionnaire est souvent, n'est pas toujours là quand on appelle, en fait. Donc, notre objectif, en fait, ça va être vraiment de faire un peu des économies sur le back-office pour réinvestir dans le front. Et pour améliorer la relation client. Qui est très Là, vous importante. digitalisez tous les métiers, c'est ça qui est important. Oui, alors on a déjà fait un Big Bang sur le métier de la transaction et on est en train de donc faire la transformation du métier de syndic et gestion locative où tous nos clients seront passés sur ces plateformes-là en grosso modo mi-2023. Comment vous réagissez à l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché? Alors eux qui sont exclusivement digitaux, qui évidemment font leur beurre sur les réunions de syndic où tout le monde s'engueule et on voit les pubs se multiplier à la télé. On pense à Matera, Bellman, Homeland, Syndic One, Hello Syndic, etc. Au fond, vous les voyez comme des précurseurs et qui vont finalement réintégrer des groupes tels que le vôtre parce que à la fin des fins, vous avez une taille critique qu'ils n'ont pas et peut-être qu'ils apportent des nouvelles méthodos intéressantes. Est-ce qu'ils ont une chance de s'en sortir seuls et face à
des groupes aussi puissants Alors, que le en vôtre. fait, il y a deux types d'acteurs. Il y a un qui s'appelle Matera, comme vous dites, qui n'est pas syndic. C'est un vrai sujet. Mhm. Donc, le métier du syndic en France est très protégé. Voilà. Donc là, les lois peuvent nous servir. Voilà. Il faut Oui, parce l'avouer. que quand on veut changer de syndic, Finalement. c'est compliqué. Là, Ça, c'est nos injonctions. Et voilà, contradictoires. il y a quelques oui, avantages aussi. voilà. Et donc, voilà, c'est une plateforme logicielle. Le logiciel de Foncia, qui s'appelle Millennium, est beaucoup plus développé. Donc voilà, donc je n'ai rien à... Enfin, franchement, là, strictement, cette entreprise ne nous intéresse absolument pas. Même en technologie, ils sont très loin derrière nous. Essentiellement parce que nous, on investit entre 15 et 20 millions par an et qui ne peuvent pas aujourd'hui suivre ce genre d'investissement. Les autres, ce sont des syndics classiques qui ne font rien de plus, rien de moins. Ils ont des gestionnaires, des comptables et des assistantes. Ils ont exactement les mêmes métriques que nous et n'apportent rien, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de disruption dans nos métiers. En tout cas sur le syndic, essentiellement parce que c'est quand même un métier quand même de relation. Il faut que le gestionnaire soit dans les immeubles. Il y aura toujours des conseils syndicaux, comme vous dites, qui parfois sont véhéments, qui, entre eux d'ailleurs parfois. C'est-à-dire que nous, on est là juste pour compter les points. Hein, donc voilà, donc, on n'a pas forcément là, on n'a pas voix au chapitre. C'est pas nous qui votons à un moment les travaux, etc. Et donc en fait, c'est quand même un métier de relation avant tout. Donc voilà, il y a hélas pas de transformation digitale, en tout cas sur ce sujet-là. Il y a une transformation sur le digital, sur le fait qu'on peut leur envoyer les appels de fonds sur smartphone, qu'ils peuvent payer sur smartphone, qu'ils peuvent chatter avec leur gestionnaire. C'est ce qu'on est en train de faire sur notre application MyFoncia. Mais je dirais qu'après, ce qui est quand même très important, c'est quand même de garder ces relations, voilà, d'avoir cette espèce de chef d'orchestre qui est le gestionnaire et qui sera toujours là. Alors, on parlait tout à l'heure des contraintes environnementales. Hein, c'est important avec cette loi climat et résilience Bien sûr. qui va entraîner aussi peut-être de nouveaux frais, hein, notamment en gestion locative. Voilà, là encore, ça va vous faire changer vos pratiques. Comment est-ce que vous Non, intégrez c'est-à-dire que ça on doit devenir comment un vous peu allez les intégrer Oui, nous, on doit être un peu évangélisateur. Voilà, c'est ce qui est très important, c'est d'expliquer aux clients, d'ailleurs à la fois du côté copropriété, hein, donc pour les immeubles, et à la fois du côté gestion locative pour les propriétaires, qu'il va falloir bouger. Parce que de toute façon, ça va arriver. On sait en plus que le bâtiment, c'est à peu près 30% des émissions, donc c'est énorme, c'est un énorme poste. Secteur, Ah oui, c'est le deuxième secteur. Oui, c'est ça, hein, Et donc voilà, mais par contre, le coût en France est en centaines de milliards. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le coût est énorme et que donc les Français ne pourront pas supporter ce coût à 100%, c'est sûr. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'aide d'État à un moment, alors ils ont commencé à faire avec la prime rénov', etc., mais je pense que c'est pas suffisant. La réponse est qu'il ne se passera rien. Voilà. Donc il va falloir à un moment qu'on soit sérieux sur le sujet, qui est quand même un vrai sujet. Il faut bien comprendre en plus qu'en gestion locative, vous pouvez faire des choses dans votre appartement, mais si l'immeuble ne bouge pas, il ne se passera pas grand-chose. C'est-à-dire que votre note ne va pas beaucoup descendre. Hein. Vous serez peut-être, si vous êtes G par exemple, vous ne passerez pas en E. Oui, voilà, vous passerez peut-être en F, peut-être. Voilà. Et qu'en fait, le vrai sujet se trouve quand même dans les immeubles. Ouais. Et donc, le vrai sujet, du coup, c'est vraiment de faire voter par les conseils syndicaux une espèce de, des vrais travaux d'isolation ou pas, parce qu'en fait, il y a bien sûr le problème du chauffage, de savoir comment vous êtes chauffé, s'il est collectif ou pas, donc quel type d'énergie, mais après, il y a le vrai problème de savoir comment on change les couvertures de toit, comment on change la façade, parce que c'est le vrai sujet là, en fait, la perméabilité en fait, de la pierre sur certains immeubles, en fait, pose de vrais soucis. Et ça, il y a des contraintes réglementaires, parce que Et en désormais, on ne peut plus louer quand on est diagnostiqué Exactement. tel. Il y a des décrets qui ont été pris récemment, qui ont été signés en début d'année. Oui. Ces sujets-là vont faire qu'il va y avoir des logements qui vont être impropres à la location. Oui. Alors, il va y avoir deux solutions. Soit on se dit, il y a des territoires où on en a tellement, vous avez l'Haussmannien à Paris, par exemple, au hasard, que est-ce qu'on fait des exemptions ou on est obligé d'aider, parce qu'on ne peut pas faire de la contrainte réglementaire d'un côté et dire aux gens, débrouillez-vous. Donc ça passe par du subventionnement massif et surtout pérenne dans la durée. Oui, parce que c'est un sujet qui va prendre 20 ans ou 30 ans. C'est-à-dire qu'à mon avis, d'abord, je pense que le calendrier qui a été mis par l'ancien gouvernement est trop irréaliste. C'est-à-dire il faut du temps long pour le bâtiment. Voilà, on ne peut pas se dire qu'on va faire ça en 5 ans ou 10 ans. C'est complètement irréaliste. Je rappelle qu'il y a 35 millions de logements en France. Hein. Il y a 5 millions dans les HLM, à peu près 30 millions sur le reste. Les HLM eux-mêmes ont dit qu'il fallait à peu près une centaine de milliards pour rénover tous les bâtiments. Donc vous voyez que rien que sur 5 millions, c'est à peu près 100 milliards. Ça ne veut pas dire que sur le reste, c'est 6 fois plus, mais enfin, on n'est pas très loin à mon avis. Et donc la réponse, c'est que voilà, on n'arrivera pas à faire ça en 10 ans. À mon avis, je pense qu'il faut se fixer 2050, parce que c'est quand même l'objectif qu'on s'est tous fixé sur la planète. C'est-à-dire qu'il nous reste grosso modo 25 ans, un peu plus, mais c'est à peu près le temps qu'il nous faudra peut-être pour essayer de rénover tous les bâtiments. Bon, on sera encore là. On espère. C'est la bonne nouvelle. On continue avec vous, Reba Rehman, donc fondatrice de Fred Bay. On le disait, hein, Fred Bay, c'est cette plateforme qui permet de remplir les camions qui roulent à vide. Alors racontez-nous comment vous est venue cette idée quand même, parce que moi ça m'a interpellée. Vous étiez prof d'anglais et tout d'un coup vous vous êtes dit,
je vais créer une plateforme pour aider ceux qui déménagent et mettre en relation les propriétaires ou locataires et les transporteurs. Exactement. Alors ouais, j'ai un profil assez atypique en effet. Donc j'étais fonctionnaire et j'ai décidé, enfin je suis de la région centre, je quittais la région centre pour me rapprocher de l'Île-de-France. Et à ce moment-là, pour alléger mon déménagement, j'ai décidé de vendre mes articles encombrants de la maison, comme le lave-vaisselle, le canapé, etc., sur eBay à l'époque. Et mes ventes étaient souvent annulées parce que le coût du transport était plus important que l'article que je bradais sur Internet. Et là, je me dis, bah, tiens, je vais proposer une solution quand même aux internautes. C'était alors là en 2006-2007. Et je tombe sur une étude ministérielle que je mentionnais tout à l'heure. 25% des camions roulent à vide et plus de 50% à moitié remplis en France. Étude frappante. Et en même temps, aucune solution digitale à mon problème. Alors qu'il y avait Le Bon Coin qui naissait, il y avait eBay, Kijiji à l'époque, enfin voilà. Et je décide de tout arrêter et je me lance en fait dans la conception de Fredbay on a été les pionniers en fait avec ce concept à digitaliser tout ce secteur en France et dans toute l'Europe. Donc, c'était une aventure très, très intéressante. Et je voudrais juste réagir rapidement à ce qu'a dit Philippe sur un petit peu le côté service. Et comme disait Napoléon Bonaparte, les Britanniques sont une population de marchands. Et nous, les Français, nous sommes une nation d'intellectuels. Donc, on a encore beaucoup à apprendre d'eux. Et je pense que... C'est très bien dit. et en effet, là, il faut On a des variantes. Voilà, il y a des variantes. Un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Enfin, vous voyez le... Pardon, voilà. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que les Français, on a encore beaucoup à apprendre sur le côté service. Mais on n'est pas loin. On y arrive et voilà, donc c'était une petite parenthèse que j'avais envie de faire ici. Et comment vous avez réussi à convaincre les transporteurs on est en 2007 ou 2008 dans la région centre, vous êtes prof d'anglais et vous allez voir les transporteurs en disant voilà, en fait, vous avez un petit problème de logistique, vos camions roulent à vide, moi je vais vous les remplir. Comment ça s'est passé? Et ils m'ont dit venez boire un café ou un coup avec moi. Oh, ils ont plutôt bien accueilli alors. Non, pas du tout. Non, parce qu'ils s'imaginaient qu'ils allaient m'embaucher en tant que leur secrétaire. Ah oui. Ah là là, oui. Voilà, donc c'était encore un autre sujet. J'ai découvert un peu tout ce secteur très machiste, très conservateur, que je n'avais pas du tout connu parce que je n'ai pas du tout eu cette éducation-là à la maison. En plus, donc ça a été très compliqué, mais j'ai été vraiment frappée un à un, les transporteurs. Alors l'avantage, alors ça dépend comment on le prend, moi j'ai pris comme un avantage que de me dire que je suis une femme et finalement j'interpelle. Parce que quand on arrive dans un secteur où c'est très masculin, on peut aussi se dire, finalement, je vais attirer, les gens vont s'intéresser à moi et ils vont m'écouter parce que justement, je suis différente et je suis une femme. Après, j'ai eu aussi droit à des clubs très fermés où ils m'ont dit, les femmes sont interdites. Ah, carrément. Carrément. Oui, c'est le secteur du transport. Oui, donc prise de haut, secteur très machiste. Vous avez combien de transporteurs aujourd'hui? 8 000. 8 000 en France et en Europe. Voilà, donc voilà. Je ne sais pas combien de transporteurs en France. Mais... Et il y avait une différence. Si Foncière a envie de digitaliser davantage, et donc je pense qu'on a... Oui. Et proposer un service intéressant, je pense qu'on a quelque chose à faire ensemble. Nous, on fait 70 000 locations par an, donc il y a donc forcément 70 000 déménagements. Bon, parfait, il y a quelque chose qui est en train de se Il y a un bon potentiel là, il va falloir... On va rester en contact. Donc, quel est votre modèle économique et est-ce qui vous a permis de mieux résister pendant la crise quand toute activité et les déménagements étaient gelés? Alors, c'est ce que je disais, nous, on a revu notre commission à la baisse. Nous avons vraiment davantage digitalisé et comme on était déjà, alors par rapport à l'équipe en interne, en fait, on faisait déjà du télétravail, puisqu'on est purement digital. Donc finalement, l'équipe n'a pas été énormément bousculée. On est même passé en full remote depuis. Alors, la commission à la baisse, le modèle économique, il est simple, typique d'une marketplace, on se prend une flat fee à chaque devis concrétisé entre le demandeur et donc l'offreur. Voilà. On s'assure de la qualité du service puisqu'on fait une vérification de tous les documents de l'entreprise une fois qu'il s'inscrit, à s'assurer que c'est bien un professionnel. Chaque prestation est évaluée par la suite par le client, l'expéditeur. 3 évaluations négatives, on radie l'entreprise de la plateforme. On a un service après-vente et on accompagne vraiment tous les déménagements, puisque c'est quand même aussi le 3e source de stress des Français, le déménagement.
Et alors aujourd'hui sur le marché français très présente, le cap est mis sur l'Allemagne. Est-ce qu'il y a d'autres pays où vous comptez opérer, où vous avez des projets? Alors, nous sommes déjà à l'international, mais on a besoin vraiment de renforcer notre positionnement à l'international, puisqu'on a l'Espagne, l'Allemagne et le Benelux, sur lequel nous sommes déjà positionnés. Mais évidemment, il y a énormément de travail à faire, puisque les cultures sont encore assez différentes, et l'approche au déménagement aussi, du coup. Alors j'aimerais aussi qu'on parle de votre autre casquette, puisque vous êtes présidente de l'association Citizen Entrepreneur. Est-ce qu'il y a une véritable envie d'entreprendre chez les jeunes aujourd'hui? Ah oui, absolument. Ça s'est encore plus accéléré pendant le Covid. Et quand on a fait, alors chez Citizen Entrepreneur, nous avons 70 alumni entrepreneurs qui ont tous au moins une fois participé et représenté la France au sommet du G20 des jeunes entrepreneurs. Et suite à cette participation, on établit sur des recommandations qu'on remet au gouvernement français. Donc c'est un véritable engagement en tant qu'entrepreneur citoyen français, mais du monde finalement. Alors, 70% des alumni Citizen entrepreneurs avaient un regard très positif à l'avenir. Et donc, on s'est aperçu aussi que, et je pense qu'on va peut-être évoquer aussi l'étude EY, qui a fait ressortir en fait un petit peu le positionnement de la France au top du palmarès en termes d'investissement, mais en termes de création d'entreprises en France. Et quand on voit aussi l'attractivité économique française avec Station F, le plus grand campus du monde pour les startups, ou Vivatech, qui aujourd'hui est quand même le hub pour les entreprises au monde et qui attire énormément d'entrepreneurs du monde entier. Moi, j'ai fait venir avec Citizen Entrepreneur une délégation européenne composée de 20 entrepreneurs établis avec Confindustria, qui est l'équivalent du MEDEF italien, la semaine dernière. Et on s'est vraiment concerté et aperçu que c'était quand même très propre aussi à la France que de se dire je vais créer mon entreprise, j'ai un projet et j'y vais. D'abord, le mot entrepreneur est un mot français. Exactement. Absolument. Mais c'est vrai, et qu'on a réussi à exporter, pas toujours à pratiquer, mais en temps on était très croyants, mais peut-être pas assez pratiquants, on l'est devenu un peu plus. Et il y a cet entrepreneuriat des jeunes, et puis il y a l'entrepreneuriat au féminin. Et ça, comment on fait bouger les lignes? Vous l'avez fait dans un secteur qui n'était pas évident. C'est quoi le petit conseil à donner pour que l'autocensure, le plafond de verre, je ne sais pas, on y met tous les mots qu'on souhaite, mais au fond, est-ce que ça passe par des rôles modèles? Alors, il y a vraiment beaucoup de travail à faire à beaucoup de niveaux. Donc, j'ai envie de commencer par le commencement, c'est-à-dire revoir ça à l'éducation. Donc, dès l'école primaire, il faudrait mettre en place en fait une matière, une fois par trimestre, où on pourrait vraiment travailler cette partie égalité, parité homme-femme, et donner en fait la possibilité aux petites filles de rêver grand et de s'imaginer, de ne plus avoir de barrières sur les métiers. Par exemple, à commencer par ça. Ensuite, poursuivre avec le collège et le lycée. Et là, travailler sur une matière hebdomadaire sur la confiance en soi, la prise de parole, les gestions de litiges, quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui et qui est une réelle barrière pour la création pour le lancement en fait d'une femme à l'entrepreneuriat, mais ça va encore plus loin. Par exemple, si on parle de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui, il faut savoir que c'est essentiellement travaillé et codé par des hommes. Donc, vers où on va dans 10 ans, dans 20 ans, ça veut dire qu'en fait, c'est complètement biaisé parce que les femmes ne sont pas assez présentes. Et à ce moment-là, il faudrait davantage sensibiliser, accompagner, former les femmes à ces métiers-là qui sont finalement notre futur pour construire un meilleur demain. Et par rapport à, enfin, il y a tellement de sujets là-dessus. Je peux parler de la santé. Je pense que là-dessus. Sur le code, on a Aurélie Jean. Qui fait un travail remarquable. Qui fait un travail remarquable. Qui est une mathématicienne et qui travaille, qui a monté la première école de coding aux États-Unis. Que je connais bien sûr. Et qui est une fille absolument géniale. Voilà. Lisez Aurélie Jean. Je sais pas. C'était une promo. Toutes les questions d'éducation, vous avez raison de le souligner, et ce dès le plus jeune âge. Allez, oui. Une petite parenthèse, par exemple, si on prend les manuels scolaires, combien d'histoires, combien de femmes sont représentées dans l'histoire qui ont contribué en fait à notre histoire aujourd'hui? C'est essentiellement des figures masculines. Alors très bien, nous en sommes très fiers, mais c'est pas suffisant. Et le rôle du modèle, et je pense, est important, et il faut l'inclure dès
le jeune âge dans les manuels scolaires. Allez, on poursuit avec les bonnes notes du mois. Voilà, et en matière de bonnes notes, je me tourne vers vous, Benjamin. Allez, cette bonne note qui a une connotation très positive. Il faut se faire du bien de temps en temps. Cocorico, Oui. Ça va faire du bien. Comme il est d'usage de s'auto-flageller sur les plateaux de télé et qu'en général on est plus prompt à la critique qu'à l'enthousiasme, et bien par esprit de contradiction, je donne ce mois-ci la bonne note à notre beau pays, la France. Voilà. Le 30 mai dernier, le baromètre du cabinet Ernst & Young a dévoilé que la France demeurait pour la 3e année consécutive en tête sur la première marche du podium du pays le plus attractif d'Europe pour les investissements. 1222 projets d'investissement, d'implantation, d'extension ont été recensés, soit 24% de plus qu'en 2020. Donc une croissance à 2 chiffres, on ne boude pas son plaisir. Parmi ceux-ci, les projets liés à l'industrie, à la logistique, qui ont connu une forte progression, notamment sous l'effet de la reconfiguration des chaînes d'appro dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est la réindustrialisation qui a été tant de fois annoncée par beaucoup de ministres? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est trop tôt pour le dire. C'est une inversion nette d'une tendance qui n'était pas bonne depuis 20 ans. On perdait des dizaines de milliers d'emplois industriels. Autre bonne nouvelle, ces décisions d'investissement riment avec création d'emplois. En France, chaque implantation génère en moyenne 38 emplois nouveaux. Alors, c'est moins bien que chez nos voisins, allemands notamment, mais enfin, ça reste pas mal, allemands ou d'outre-Manche d'ailleurs. Mais on a permis ainsi le maintien de 45 000 emplois. Et alors, je vous le donne en mille. Dans cette étude EY, la chose qui m'a le plus surpris, c'est qu'à la question, quelle est la raison pour laquelle vous investissez en France? Au fond, quelle est la meilleure chose pour laquelle, la principale raison pour laquelle vous venez dans ce pays? Eh bien, ils ont répondu, je vous le donne en mille, la fiscalité. Ça, c'est inattendu. Ce qui est assez contre-intuitif. C'est inattendu, oui. Y compris pour l'ancien ministre que je suis, la fiscalité. Mais pour 56% d'entre eux, c'est parce que c'est la France qui est le plus attractive fiscalement par rapport à ses voisins. Ça s'explique évidemment par certaines réformes qui ont été mises en place, mais surtout aussi par des mécanismes comme le crédit d'impôt recherche et d'autres. Et donc, c'est la fiscalité globale qu'observent les investisseurs et considèrent que l'écosystème français est finalement pas si mauvais. Je trouvais que finir sur une note positive sur la fiscalité en France, il fallait oser. L'été approche. Oui, c'est vrai. On a tenté. Voilà ma bonne note. Philippe Salle, vous, votre bonne note, on va dire que c'est une requête. Voilà, non, je mettrai un satisfecit à notre première ministre, Madame Borne, pour ne pas avoir mis de ministre de Logement. Essentiellement parce qu'en fait, je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'aménagement du territoire. Et je ne sais pas après où est-ce que ça se mettra, dans quel portefeuille. Je pense que dans les métiers de profession de service dans le logement, on est déjà, je pense, il y a toutes les lois qu'il faut. On n'a pas besoin de beaucoup d'autres lois. Je pense que dans la construction, je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin non plus de beaucoup de lois. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de normes. Peut-être de la simplification, ça serait bien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, voilà, je donnerai un petit satisfecit sur ce sujet-là. Araba ? Alors moi, je vais commencer par demander une autorisation. Je peux en donner 2 ? Allez, en 2 minutes 30. Ouais, je vais parler super vite. Donc la première, ça serait pour Lucas, une entreprise en fait dans le RH qui a complètement révolutionné un petit peu le salariat puisqu'il propose à ses employés de fixer leur salaire en face de toutes les autres de l'équipe. Donc eux, ils arrivent et ils fixent leur salaire. Après, ils argumentent ce qu'ils font et ce qu'ils veulent, mais je trouve ça quand même assez osé et super intéressant pour une entreprise. Et alors, du coup, les salaires ils sont plus hauts ou... Ça va intéresser du monde. Oui. Ouais, ça va intéresser, je trouve ça intéressant. Moi, je ne l'ai pas fait chez moi en tout cas, mais pourquoi pas? C'est de se dire que j'ai eu quelqu'un de mon équipe qui va arriver, qui va dire moi, je veux tant devant tout le monde, qui va le justifier. Si tu as les objectifs, très bien. S'il ne tient pas, avoir la suite à donner. Mais je trouve ça intéressant comme modèle. La deuxième bonne note, j'ai envie de parler de Startup Banlieue, que je ne connaissais pas du tout. Donc, je salue Faisal Nguyen, qui est donc le fondateur de ce projet. Je trouve ça intéressant, surtout dans le contexte actuel où on parle beaucoup d'inclusivité. C'est de sélectionner 10 projets de banlieue et en fait, ils sont accompagnés par des mentors entrepreneurs pour les aider à concrétiser et donc à réussir. Ouais. Donc là, c'est pour la création d'entreprise. C'est la création d'entreprise, la création d'emplois, du coup, qui dit création d'entreprise dit création d'emplois. Et pourquoi pas un jour, donc, venir représenter la France au sommet du G20 des jeunes entrepreneurs. Le prochain a lieu à Hambourg du 25 au 28 octobre. Une association récente ? Citizen Entrepreneur. Avec Citizen Entrepreneur. Non, la bonne note, c'est associé. C'est Startup Banlieue. Oui, c'est voilà, moi je découvre, je pense que c'est assez récent. Oui, j'ai fait partie du jury, donc j'ai trouvé ça intéressant de le mentionner ici. Voilà. Parfait.
Merci à tous les deux. Donc merci Reba Rehman, merci Plaisir. beaucoup Philippe Salle, voilà, d'être venu Merci à vous. sur le plateau de Smart & Strat. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission, mais bien sûr on va se retrouver très vite et vous pouvez nous retrouver tout le week-end sur Bismart. Merci beaucoup à nos invités. Passez d'excellentes vacances. C'était la dernière de la saison et à bientôt pour de nouvelles aventures.